Thème 3, l'État à l'époque moderne, France et Angleterre. Nous avons donc terminé ce chapitre 5 sur la France. Sur les prochaines heures que nous allons avoir aujourd'hui, nous allons travailler donc sur l'Angleterre dans les prochaines semaines. Avec ce chapitre 6, le modèle britannique et son influence, avec une illustration ici en arrière-plan de la Chambre des communes, d'après donc une toile de Peter Tillmans en 1710 qui nous montre donc le Parlement au début du XVIIIe siècle à Londres, qui nous montre bien la grande différence entre le modèle britannique et le modèle français, qu'on avait déjà vu dans l'accroche du thème, puisque la France est marquée par un- un- une monarchie absolue, alors que l'Angleterre est elle marquée par une monarchie dite parlementaire, plus tard constitutionnelle, mais dans un premier temps parlementaire, où le roi ne gouverne pas seul, il gouverne à l'aide d'un parlement. Pour commencer, le diapositive numéro 3, au XVIIIe siècle, ce qu'il faut retenir, c'est que la France est dans une monarchie dite absolue. Louis XIV gouverne en France. Il est donc absolu, mais si vous regardez l'ensemble des royaumes européens, on a une majorité d'États qui vont avoir aussi ce même régime, cette monarchie dite absolue, qu'on retrouve dans quasiment tous les pays d'Europe, si ce n'est les Provinces-Unies qui sont en république, la Suisse, le comté de Venise, enfin la République de Venise, la Corse, puisqu'elle est dans le duché de Milan, qui sont donc dans des républiques, la République de Venise, de Gênes et de Toscane, alors que les autres donc sont en monarchie absolue. Or, si vous regardez attentivement notre royaume de Grande-Bretagne, eh bien elle n'est pas en monarchie absolue, elle est en monarchie limitée, monarchie qui est bien différente, puisqu'elle se caractérise par un pouvoir royal beaucoup plus limité, et qui est largement influencé par les idées et les expériences politiques du XVIIIe siècle, notamment par cet absolutisme euh, qui va aboutir donc à la formation d'un nouveau régime politique outre-Manche avec la naissance des États-Unis d'Amérique par la suite dans les années 1776. On est donc dans une monarchie parlementaire, une monarchie limitée, où le pouvoir royal est détenu par le roi, le pouvoir de l'État est détenu par le roi, mais aussi par le Parlement, qui ont aussi leur mot à dire. Cela va aboutir évidemment par un nouveau modèle politique au XVIIIe siècle lié à ce régime parlementaire. On le verra avec la Révolution américaine dans notre Grand 3, qui va mettre en place une constitution et une certaine république aux États-Unis d'Amérique. Et alors que le Royaume d'Angleterre, à cette époque-là, est encore en monarchie parlementaire et le sera jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc pour commencer, on va s'intéresser aujourd'hui au modèle monarchique britannique au XVIIe siècle, en se posant donc cette problématique globale, dans quelle mesure les révolutions anglaises et américaines s'opposent-elles profondément à la conception du pouvoir en France, donc quelles sont les différences finalement entre le pouvoir en Angleterre et le pouvoir français que l'on vient de voir. Pour commencer, pour faire un petit rappel euh, des différents territoires qu'on va travailler aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre sur les annexions de la Grande-Bretagne, l'Angleterre était au départ un royaume d'Angleterre où on va avoir l'annexion et la conquête du pays de Galles à partir du XIIe et du XIIIe siècle. Donc à partir de ce moment-là, le roi d'Angleterre est aussi le roi d'Angleterre et du pays de Galles. Puis vers 1541, le roi d'Angleterre va aussi être le roi d'Irlande. Et à partir de 1603, le roi d'Écosse
devient le roi d'Angleterre puisqu'il hérite du trône à la mort d'Élisabeth Ier. Je vais en reparler juste après, plus en détail. Donc on va avoir un roi dit de Grande-Bretagne, avec l'autorité sur l'Écosse, sur l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande. Retenez bien ça parce que ça va être très très important, ces conflits entre les différents pays. Et puis en 1707, on le reverra un peu plus tard aussi, une union de l'Angleterre et de l'Écosse qui va créer finalement cette Grande-Bretagne avec un seul parlement, puisque entre 1603 et 1707, nous avions deux parlements distincts, un parlement en Écosse, un parlement en Angleterre, regroupant donc le Pays de Galles et l'Irlande. Donc on a un parlement pour la partie rouge et un parlement pour la partie beige. Voilà ce qu'il fallait retenir au niveau des annexions progressives des rois d'Angleterre sur leur territoire britannique. Même chose au niveau des dynasties. Concernant la France, c'était assez simple. On est passé donc de la dynastie des Valois-Angoulême à la dynastie des Bourbons très rapidement. Ici, deux choses vont s'opposer au niveau des dynasties anglaises. D'une part, nous allons avoir des dynasties, trois dynasties majoritaires entre le XVIIe, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. La dynastie des Tudors, qu'on a déjà un peu vu dans le chapitre 4, la dynastie des Stuarts et la dynastie des Hanovre. Mais en même temps, on a une question très importante en Angleterre, et là je mets vraiment le point dessus, et il faut vraiment être au point sur ce point, sur cet élément, pardon, c'est la question de la religion en Angleterre, qui est très importante, puisqu'on va avoir des protestants, des anglicans, donc ceux qui ont travaillé sur l'anglicanisme, vous savez ce que c'est que l'anglicanisme, et des catholiques, et on va avoir donc des troubles et des conflits au niveau de la religion en fonction des protestants, des anglicans et des catholiques, et vous le voyez bien ici avec ces autres figurés, certains souverains vont être catholiques mais vont se convertir à l'anglicanisme, protestant est converti à l'anglicanisme, anglican est converti au catholicisme, et cela donc va avoir une importance majeure sur les conflits que l'on va voir entre le début du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. Donc je reviendrai certainement sur ce diaporama très souvent pour vous expliquer finalement les conflits qui aura lieu entre ces différentes dynasties et entre ces différents rois. Bien, pour commencer, nous allons voir le modèle monarchique britannique au XVIIe siècle, qui on pourrait considérer comme étant un modèle, ou plutôt un contre-modèle à l'absolutisme qu'on retrouverait certainement en France à l'époque de Louis XIV, avec dans un premier temps l'échec de l'absolutisme en Grande-Bretagne, puisque oui, on va avoir un semblant d'absolutisme qui va être instauré par deux rois en particulier en Grande-Bretagne, avec cette période de 7 ans entre 1642 et 1649, qu'on appelle la Grande Rébellion, considérée comme la première révolution en Angleterre. C'est la première révolution anglaise avec une guerre civile meurtrière qui va avoir lieu entre 1642 et 1649 et opposant les partisans du roi, les royalistes, et les partisans du Parlement, les parlementaires, ou alors ensuite le Parlement croupion, mais je ne vais pas aller un peu trop dans le détail de ces éléments. Alors, en Angleterre, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que le système monarchique est marqué par un passage précoce de l'absolutisme au parlementarisme. Cela est dû par cette Magna Carta que vous avez ici, qu'on appelle aussi la Grande Charte. Cette Grande Charte de 1215 est le point de départ du système représentatif anglais, car cette dernière permet donc la création d'un parlement en Angleterre,
C'est-à-dire que le roi d'Angleterre à cette époque, en 1215, on est quand même au XIIIe siècle. Vous allez me dire, mais pourquoi on parle de 1215 alors qu'on doit s'intéresser au XVIIe siècle? Eh bien, c'est le point de départ de pourquoi on va avoir un parlement en Angleterre. Édouard Ier va accepter donc cette grande charte en 1215 et ne va plus gouverner seul, il va gouverner avec l'aide d'un parlement. Euh, Puisque ce Parlement ne va plus être une simple cour de justice comme on pourrait l'avoir en France, et comme on l'avait vu par exemple avec l'administration royale sous François Ier, mais elle va aussi être un organe politique et elle va avoir un rôle politique bien plus important qu'auparavant. Ce qu'il faut, ce qui est intéressant ici à voir, c'est que l'idée politique dominante depuis la période médiévale était celle de l'unicité du corps politique derrière le principe, très important en Angleterre, de ce fameux King in Parliament, c'est-à-dire qu'on a le roi en son parlement, le roi et le parlement, qui faisait donc du roi et du parlement un seul et unique corps politique. Le roi ne pouvait pas gouverner seul, puisque le parlement devait systématiquement donner son avis par rapport à euh, ce que donnait donc le roi vis-à-vis donc des politiques intérieures et des politiques extérieures. Le Parlement, en Angleterre, il est composé, et on le reverra, de deux chambres, la Chambre des Lords, sensiblement en fait la Chambre des nobles, finalement, et la Chambre des communes, donc ce sont des députés des provinces, qui étaient donc élus par les plus riches des différentes provinces de l'époque. Pour autant, ce système de King in Parliament, développé depuis 1215 en Angleterre, eh bien, au XVIe siècle, eh ben, il va avoir un certain contournement de cette grande charte au cours du XVIe siècle, et notamment sous les Tudors tout d'abord, puis ensuite sous les Stuarts. Alors c'est pour ça que je reviens un peu en arrière concernant mes dynasties anglaises. On était donc sous les Tudors, ici, à partir du XVIe siècle, avec Henri VIII. Henri VIII, on l'avait déjà travaillé concernant l'anglicanisme, mais surtout avec Marie et Élisabeth, qui sont donc euh, qui sont ses filles, et puis ensuite par les Stuarts à partir de Jacques IV d'Écosse, puisque, je le rappelle, et ça va être important pour cette grande rébellion, quand Élisabeth Ière meurt en 1603, elle meurt sans descendant direct. Euh, Dans le royaume d'Angleterre, même les filles peuvent gouverner, hein. Et quand elle meurt, donc elle n'a pas de descendant direct, et donc il faut remonter au descendant le plus direct qui n'est autre que son cousin, puisque euh, la sœur d'Henri VIII, Margaret Tudor, est mariée au roi d'Écosse, Jacques IV, qui devient alors le roi d'Angleterre aussi, appelé Jacques Ier, Jacques Ier Stuart, qui est aussi donc Jacques Ier d'Angleterre, mais aussi Jacques IV d'Écosse. Et ce dernier, qui va donc être le roi sur les parlements d'Écosse et d'Angleterre, va mettre en place un système absolu, puisque à partir de ce moment-là, il va arrêter il va cesser de convoquer les parlements, puisqu'il devait convoquer les parlements au moins une fois par an. Il va cesser de les convoquer et va développer donc une politique absolutiste à partir de ce moment-là. Mais c'est surtout son fils, Charles Ier, donc ses règnes entre 1625 et 1649, qui va lui avoir une certaine désobéissance vis-à-vis du Parlement, puisque ce dernier, à l'aide donc de Jacques Ier et de son père, va exposer notamment donc dans la vraie loi des libres monarchies, affirmer que l'obéissance du roi euh, ne doit être totale parce qu'il est le lieutenant de Dieu sur terre. Autrement dit, selon ce traité, Jacques Ier, qui est ici, soutient l'idée que la souveraineté se trouverait tout entière dans la personne du roi, finalement comme en Espagne ou comme en France, puisque le roi est le descendant de Dieu sur terre et que les parlementaires doivent obéissance au roi, puisque on a donc l'importance de Dieu
et de la religion dans, dans l'Angleterre de l'époque moderne. Charles Ier en même temps ne va plus convoquer le Parlement dès 1640 et on va avoir une guerre qui va éclater en Écosse. Alors même si il est le roi d'Écosse et le roi d'Angleterre, il ne va pas avoir la même, et là je reviens un peu en arrière, la même religion, puisque Charles Ier est anglican. Son père, Jacques Ier, était protestant. Il était protestant écossais, puisque l'Écosse sont protestants calvinistes. Ce sont des presbytériens, alors que les Anglais sont des anglicans. Et donc on va avoir une première guerre à partir de 1640 qui va éclater entre les presbytériens et les anglicanistes en Écosse, ce qui va mettre feu aux poudres hein, finalement, euh, puisque qui dit guerre dit difficulté financière pour le roi, qui va devoir alors, Charles Ier, convoquer le Parlement. Une révolution intérieure en Angleterre va alors éclater, et Charles Ier va être accusé de trahison et de tyrannie selon le Parlement, ce qui va amener finalement à son procès à partir des années 1643, avec deux camps qui vont s'opposer. D'un côté, le camp qui va soutenir le roi dans sa guerre contre l'Écosse et dans sa guerre face au Parlement, ce qu'on appelle les royalistes, et dans un deuxième temps, on va avoir le camp des parlementaires qui vont donc s'opposer en Angleterre avec une révolte et une guerre civile. Cette guerre civile entre 1642 et 1645, alors vous voyez avec ces cartes des territoires, où les royalistes finalement perdent de plus en plus de territoires au fil des années entre 1642 et 1643. On a vraiment un territoire qui va vraiment être sous dominance royaliste, mais finalement en 1645 et en juin 1645, une victoire euh, décisive va avoir lieu le 14 juin avec la bataille de Naseby, où les parlementaires vont vaincre les royalistes et qui va mettre fin à cette guerre civile anglaise. Et à partir de ce moment-là, on va donc avoir le procès et l'exécution du roi Charles Ier euh, en, par le Parlement. Alors je vous conseille vivement de regarder donc cette vidéo concernant donc le procès et l'exécution du roi Charles Ier. Cette vidéo est, est un court extrait d'un film qui est sorti sur cette guerre, euh, sur cette grande rébellion. Je vous redonnerai donc le lien de ce film. Je l'ai perdu là, mais je vous le redonnerai pour la prochaine fois. Mais je vous conseille vivement de regarder donc cette vidéo pour comprendre pourquoi Charles Ier est considéré comme un traître et comme un tyran lors de cette rébellion. Finalement, de 1642 à 1649, eh bien la Grande-Bretagne et l'Angleterre va faire face à sa première révolution qu'on appelle la Grande Rébellion. Elle est marquée par des guerres civiles entre les Écossais, les Anglais et les Irlandais, mais aussi entre les partisans du roi Charles Ier et les partisans du Parlement. Pourquoi on a une rébellion entre les Écossais, les Irlandais et les Anglais? Puisque, eh bien tout simplement au niveau de la religion, les Irlandais sont catholiques, les Écossais sont protestants, presbytériens, calvinistes, et les Anglais sont anglicans. Et forcément, ils ne sont pas d'accord, donc on a une pseudo-guerre de religion qui se met en place à partir de ce moment-là. Euh, En même temps, afin de mettre fin à la discorde, le Parlement estime que la politique menée par le roi est contraire aux lois fondamentales du Royaume-Uni et notamment de cette grande charte, de cette Magna Carta de 1215. Et ainsi, en janvier 1649, le Parlement vote et condamne Charles Ier à la mort pour haute trahison. Ce dernier est alors décapité à Whitehall, donc juste à côté de Westminster, à Londres, le 30 janvier 1649, pardon. Donc vous voyez ici l'exécution de Charles Ier par John Westhope.
et la Chambre des Lords est alors dissoute et la royauté est abolie le 8 février 1649 en Angleterre. Donc c'est-à-dire qu'à partir de ce jour, à partir de cette date, en février 1649, nous n'avons plus un système monarchique en Angleterre, et c'est le cas de mon petit 2 qu'on va très rapidement développer dans les minutes qui nous restent, puisque on va avoir le moment et la période du Commonwealth et du protectorat, ou en anglais la politique donc du protectorate, entre 1649 et 1660, où on va avoir finalement l'instauration d'un régime républicain en Angleterre, puisqu'on a l'abolition de la monarchie à cette époque-là. Vous me dites si je vais trop vite ici, vous n'avez pas compris les différents éléments que je suis en train de vous exposer. Donc à partir du 19 mai 1649, la Grande-Bretagne et surtout l'Angleterre va avoir un nouveau régime politique qui va être instauré. C'est ce régime qu'on appelle le Commonwealth. Alors ce régime est un régime plutôt républicain, puisqu'il est exercé par un Conseil d'État euh, réuni par 41 membres, nommés par le Parlement et renouvelé chaque année. Ce Parlement donc de 41 membres va être dominé par un homme euh, qui est ici, qu'on appelle Oliver Cromwell. Alors Oliver Cromwell est très important puisqu'il va être le commandant des forces des armées parlementaires lors de la première révolution anglaise entre 1642 et 1645. C'est lui qui va être le grand gagnant de la bataille de Naseby en juin 45. Et donc il va avoir une importance fondamentale aux yeux donc des parlementaires afin donc d'instaurer un nouveau régime politique à partir de 1649. Alors, cette mise en place de cette politique est pourtant marquée par de nombreuses répressions. euh, et là, vous avez ce premier drapeau du Commonwealth entre 1649 et 1641. Ce régime républicain est plutôt assez bien perçu par le Parlement, mais il va avoir de certaines dérives, notamment par Cromwell, euh, en Irlande, puisqu'on va aussi avoir des exécutions, des soulèvements populaires des royalistes, notamment en Irlande, qui essayent donc d'avoir le retour de Charles II, donc le fils de Charles Ier, sur le trône d'Angleterre, et puis aussi des révoltes religieuses liées aux catholiques, qui vont être sévèrement réprimés par Cromwell. Plus de 60 000 Irlandais catholiques vont être massacrés dans l'ensemble des territoires irlandais, notamment dans le nord de l'Irlande, et vont être alors dépouillés de leurs terres, qui vont être alors redistribuées euh, à des Anglais et à des Anglais anglicans, ce qui va être la première grande exécution de masse finalement de l'histoire de l'Irlande qu'on pourrait avoir à ce moment-là. Et en même temps, le régime républicain de Cromwell va être à l'extérieur euh, menacé par les Provinces-Unies à partir de 1651, puisqu'on va avoir la première guerre anglo-hollandaise à partir de cette date, afin de s'accaparer les mers et les océans, notamment les mers du Nord, à savoir la Manche et la mer du Nord, et tout ce qui concerne l'océan Atlantique, avec les différentes colonies qui devraient être développées et colonisées dans ces deux euh, États. Mais dès 1643, on va avoir
un renforcement du pouvoir du Commonwealth, puisque on va avoir le durcissement de ce régime avec la constitution qui va être développée par Cromwell, qui s'appelle l'Instrument of Government, qui va donner tous les tenants et les aboutissants d'un bon gouvernement républicain à cette époque. Cromwell donc va prêter serment de la respecter et il va devenir le Lord Protector, donc c'est-à-dire le chef du gouvernement anglais, euh, le chef du Parlement. Il va avoir le pouvoir exécutif et il va avoir le droit de gouverner seul, mais aussi à l'aide d'un conseil qui est composé majoritairement donc de civils. Euh, la Constitution en même temps confie au Parlement des pouvoirs étendus et ils vont être élus au suffrage censitaire, c'est-à-dire que ce sont les plus riches qui pourront payer et qui pourront voter le Parlement. Le pouvoir exécutif est cependant fragilisé à la mort de Cromwell en 1658, puisque le Lord Protecteur devient alors Richard Cromwell, son fils, qui devient Lord Protecteur, mais il va avoir du mal à gouverner, puisqu'il n'a ni les aptitudes, ni les ambitions, et ni les compétences pour diriger le pays, et en même temps, on va avoir le renforcement à l'intérieur du royaume de révoltes royalistes, et le renouvellement des contestations religieuses, notamment au niveau des contestations politiques et des catholiques qui vont encore se développer vers 1658, puisque ces catholiques sont rejetés par le protectorat et ils sont rejetés pour, euh, pour être dans le Parlement, ce qui va mettre fin à cette politique du protectorat et à cette politique du Commonwealth en 1600, si je ne me trompe pas, 1661, puisque Charles II est rappelé au trône dès 1660. Charles II, je rappelle, qui est le fils de Charles Ier, exécuté en 1649. Il va être remis sur le trône en 1660 et il va mettre fin finalement à la première période révolutionnaire en Angleterre. Il est soutenu par les opposants au gouvernement de Cromwell, ainsi que par les opposants et par ceux qui veulent rétablir la monarchie et par la monarchie parlementaire, ce qui va mettre donc le renforcement d'une monarchie parlementaire en Angleterre. Donc après Charles Ier, on a Charles II. Problème, Charles II est anglican, mais va se convertir au catholicisme. C'est ce qu'on va voir probablement mercredi. Et c'est notamment ce qui est donc dans notre grand B avec le retour d'une monarchie avec l'affirmation d'un parlement.